bonjour à tous. Enchantée et nous sommes ravis de vous avoir pour essayer d'éluder cette question qui se pose. Qu'est-ce que l'e-sport et le sport traditionnel ont en commun? Donc, moi, je voulais poser une question de base, déjà, pour essayer de bien comprendre les enjeux. Alors, qu'est-ce que l'e-sport, déjà? Qu'est-ce que le modèle de l'e-sport? Donc, je te pose la question à toi, Désiré. Bonjour à tous et tout d'abord merci pour cette invitation dans ce magnifique campus de l'UM6P. C'est assez impressionnant, la première fois que je viens ici. Et donc je voulais vraiment remercier les organisateurs de nous avoir permis d'intervenir devant cette audience. Effectivement, c'est vraiment la question que souvent on nous pose. Qu'est-ce que l'e-sport? Parce que pour beaucoup d'entre vous, l'e-sport, c'est votre gamin qui passe des heures devant son écran et qui vient pas manger à l'heure au dîner. Et en fait, l'e-sport, c'est beaucoup plus que ça. L'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Et quand on parle de compétition, on en parlera tout à l'heure avec un grand champion, on retrouve dans l'e-sport les mêmes codes que dans le sport traditionnel. Donc c'est quand deux individus ou deux groupes d'individus s'affrontent pour un enjeu sportif, donc e-sportif en l'occurrence, on va parler d'e-sport. Si votre gamin il joue seul à FIFA devant son écran, on va pas parler d'e-sport. À partir du moment où il va inviter un ami à jouer et qu'ils vont se fixer des objectifs, je gagne, je perds, là on va parler d'e-sport. Et après, lorsqu'on va vraiment avancer en compétitivité, on va commencer à participer à des tournois locaux, des tournois régionaux, des tournois continentaux, des tournois mondiaux, et avec des prix qui peuvent aller de quelques dizaines de dollars à plusieurs dizaines de millions de dollars. Là, on retrouve vraiment les codes de l'e-sport traditionnel. Juste pour finir, ici, on est ici pour parler football. Donc, souvent, lorsqu'on parle d'e-sport, je sais qu'on a tendance à, comme il y a le mot sport, à rapprocher l'e-sport de ces jeux sportifs. EAFC, anciennement FIFA, NBA 2K pour le basket, NFL, enfin, tous ces jeux de sport, en fait, sont mineurs dans le monde de l'e-sport. Les jeux e-sportifs, c'est-à-dire les jeux qui sont capables de remplir une salle comme celle-ci ou des arénas, sont plutôt des jeux d'aventure, des jeux de stratégie. On parle de League of Legends, Counter-Strike, un jeu de tir, Dota 2, Valorant, tous ces jeux-là sont des jeux qui n'ont rien à voir avec le monde du sport. Et c'est vraiment là-bas qu'on va retrouver ce qui fait l'e-sportainment, le spectacle. Voilà. Je vais peut-être laisser notre ami de la fédération compléter parce que pour le coup. Alors, je vais poser aussi la deuxième question maintenant qu'on comprend un peu mieux ce qu'est l'e-sport. On va parler quand même à un champion. Alors, moi, je vais l'appeler le e-lion Youssef. Mais alors, avec ton nom qui est Youssef. Euh, Bonjour à tous, je m'appelle Youssef Cherif, j'ai 20 ans et je suis joueur professionnel d'e-sport sur le jeu de foot IAFC qui était nommé dans les années précédentes FIFA. J'ai pu faire plusieurs choses dans l'e-sport, notamment comme être arrivé troisième au monde lors de la dernière Coupe du Monde et faire plusieurs performances à l'échelle nationale ou bien internationale. Je suis champion d'Afrique, champion de la région MENA aussi. Et voilà. Ben, en fait, la question que je voulais un peu, c'est pour qu'on puisse comprendre aussi. Tu es un pro player, donc un joueur d'e-sport professionnel. Donc, comme on est dans une conférence aussi de foot, je voulais que tu puisses expliquer aussi les similitudes, même s'il y a beaucoup de différences finalement dans l'organisation ou même des différences qui sont liées aux règles entre le sport, le foot traditionnel et l'e-sport, il y a beaucoup de choses dans ton parcours quand même qui ressemblent aux conditions Ouais. d'un joueur professionnel parce qu'aujourd'hui quand même tu joues à des championnats internationaux sur des ligues extrêmement importantes. Donc j'imagine bien que tu ne le fais pas de ton canapé comme ça et que tu as quand même des conditions derrière qui sont celles d'un champion. Donc j'aimerais bien qu'on puisse comprendre quel est ton quotidien et qu'est-ce qui fait que tu ressembles, l'e-sport et les équipes d'e-sport et les pro players ressemblent de plus en plus à des joueurs professionnels, si tu veux bien. Ouais. Donc déjà à la base pour moi, j'ai commencé dès mon jeune âge, dès mes 4 ans, à jouer aux jeux de foot. Déjà parce que j'étais passionné de foot dès ma naissance.
je jouais foot, je regardais foot, toute ma vie était tournée autour du foot. Donc, avec l'âge, malheureusement, j'ai pas pu devenir footballeur professionnel parce que c'était mon premier rêve. Mais avec les années, alhamdoulilah, j'ai pu devenir joueur d'e-sport professionnel. Et la vérité, il n'y a pas une très grosse différence entre l'e-sport et le sport parce que dans les deux domaines, on trouve beaucoup de stress, beaucoup de complications. Il y a des hauts, il y a des bas. Euh, et pour le foot, il faut un effort physique et mental. Et c'est ça la différence entre l'e-sport et le sport, c'est que dans l'e-sport, tu as plus besoin du côté mental que du côté physique. Donc, c'est ça la petite différence présente entre les deux domaines. Et c'est un domaine très très stressant. La plupart des gens pensent que tu joues les compétitions, tu prends ta manette, tu t'assois, tu joues. Mais c'est vraiment un truc très compliqué vu que tu as besoin de beaucoup d'entraînement, beaucoup de force mentale. La famille? La famille c'est le truc le plus important. Les amis aussi, soutien moral. C'est vraiment un domaine très compliqué. Pour moi, pour les entraînements, j'essaie de m'entraîner quotidiennement pour garder mon niveau. Voilà. Alors, en venant sur maintenant qu'on a vu la vie d'un pro player et comment se définit l'e-sport, on va passer à toi, Soufiane. Donc toi, Soufiane, justement, vous avez décidé de créer une confédération afin aussi de pouvoir aider ces jeunes joueurs qui rentrent dans ce monde de l'e-sport, mais aussi d'être un tremplin, mais aussi être au milieu de toute la partie organisation. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que vous faites et quelle est votre mission, qui est très importante pour les jeunes. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, permettez-moi de remercier l'organisation pour l'invitation et surtout les féliciter pour la qualité de l'organisation. En tant que Marocain, je suis très honoré de voir un tel événement organisé au Maroc. Donc je remercie l'UM6P pour l'accueil, World Football Summit et Evosport pour l'organisation. Pour répondre à ta question, FF, c'est tout simple. En fait, l'e-sport est structuré plus ou moins de la même manière que le football traditionnel, parce que là, on a une audience football, donc on va essayer de faire le parallèle. Voilà, donc il y a des championnats, il y a une fédération, il y a des joueurs professionnels, il y a des coachs techniques, mais aussi des coachs mentaux, parce que le mental est hyper important. Le physique est aussi important, mine de rien, un joueur professionnel, il doit s'entretenir physiquement pour maintenir ses réflexes, de faire du sport physique. Et nous, en tant que fédération, ce qu'on essaie de faire, et je pense que Sheriff peut en témoigner, c'est en fait avoir une représentativité du pays vis-à-vis des instances internationales. Les joueurs comme Sheriff, il en existait beaucoup dans les années 2000, début 2010, mais le Maroc n'était pas éligible malheureusement à participer au championnat. Le jeu FIFA était connu depuis des années, il avait une grosse audience, une grosse communauté. Donc la fédération n'a pas révolutionné, on va dire, la communauté ou l'écosystème. Elle a plutôt aidé et accompagné ces jeunes à avoir en fait l'opportunité de participer en tant que pays éligible. Et on a commencé notamment avec l'équipe nationale, donc qui s'est classée sixième au niveau du monde. Et c'est là que, en fait, avec l'interaction de la communauté, en fait, FIFA Electronics, ce qu'on appelle FIFA I, en fait, a vu que le Maroc était vraiment un vrai pays du jeu FIFA. Et c'est là, en fait, où le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale pour sa deuxième participation. On avait aussi été champion d'Afrique et Moyen-Orient, même si on n'avait pas la possibilité de jouer depuis le Maroc et qu'on voyageait à chaque fois à Abu Dhabi, à Bahreïn, parce que malheureusement, il n'y a pas de serveur en Afrique. Et derrière, en fait, on a eu l'éligibilité. C'est quoi l'éligibilité? C'est qu'en fait, le fait que les joueurs classés marocains dans le jeu pouvaient participer aux qualifications africaines et ensuite participer aux championnats mondiaux, ce qui a été le cas il y a 2 ans. Et puis après, on a eu, quand ils ont vu la performance de Sheriff, on a eu après la validation, ou en fait l'aval de l'éditeur pour avoir l'équivalent de la e-Premier League ou la e-Ligue 1, donc qu'on appelle ici au Maroc la e-Botola, qui se joue entre les clubs de football professionnels et qui donne l'opportunité aux champions du Maroc justement de se qualifier directement aux qualifications de la Coupe du Monde, ce qui a été le cas de Sheriff l'année dernière en faisant 3e mondial. Et quand Sheriff a montré encore une fois que le Maroc
avait le potentiel d'aller très très loin dans cette compétition. Cette année, on va avoir un spot direct à la Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas de gros pays e-sport comme la Turquie, le Portugal. Donc, c'est vraiment une réalisation et c'est vraiment notre rôle en tant que fédération de donner une chance à ces jeunes d'avoir une scène d'expression. Parce que finalement, le e-sport, c'est quoi? C'est en fait une expression ou une immersion différente du football dans le monde virtuel à travers les jeux électroniques. Tu pouvais expliquer un petit peu la e-botola, parce qu'on connaît la botola, et expliquer un petit peu le principe pour qu'on essaie de justement essayer de comprendre entre le foot Alors, et le l'e-sport. principe est simple. En fait, il y a une délégation qui est faite entre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération royale de jeux électroniques pour déléguer la gestion e-sportive. D'ailleurs, je remercie la Fédération royale marocaine de football qui nous a accompagnés, qui nous a fait confiance dès le départ pour justement accompagner ces jeunes. Donc, il y a un contrat en fait qui est signé entre chaque club de la division 1 et la Fédération royale des jeux électroniques pour justement permettre d'utiliser en fait les logos des clubs. Donc on a le Raja, les Phares, le Wydad, tous les clubs de division 1, plus quelques clubs de la division 2 et même des clubs amateurs pour donner aussi la possibilité aux clubs qui s'intéressent à l'e-sport de se montrer sur la scène nationale. Et donc on a un championnat qui se déroule sur 3 mois avec un système de groupe et justement avec une phase en ligne qui est faite sur 2 mois et un tournoi final qui aura lieu au Megarama avec la présence de 600 spectateurs le 27 avril. Donc, je vous invite tous à y participer. Si vous êtes au Maroc, vous êtes les bienvenus. Alors moi, Sharif, j'ai une question qui me taraude, parce qu'on voit le monde de l'e-sport, il y a des équipes pro, on connaît. Alors maintenant, on a des équipes nationales. Alors moi, je me posais la question, pour toi en tant que joueur pro, c'est super intéressant, de se dire la fierté d'être un e-Lion et comment est-ce que tu ressens cette pression c'est quand même extraordinaire. On voit aussi de plus en plus les footballeurs des équipes vous soutiennent. Donc j'aimerais bien avoir ton ressenti pour que les gens puissent comprendre que d'être dans une équipe e-sport, j'imagine qu'on a avec le drapeau pour tous les pays, c'est une fierté. Ouais, déjà, c'est une très très grosse fierté pour moi d'avoir pu représenter l'équipe nationale. Et dès mes 18 ans, j'ai déjà pu être sélectionné avec l'équipe nationale pour disputer les qualifications de la Coupe du Monde e-Nations 2023. La vérité, c'est une sensation extraordinaire, surtout quand tu joues avec la manette en main et tu sais que derrière toi, tu as tout un pays qui attend ce résultat, tout un pays qui attend le match que tu vas jouer. Donc, c'était une sensation extraordinaire. Je me suis senti comme un joueur de football de l'équipe nationale première. Et la vérité, j'ai trop apprécié le support de toute la communauté, de tous les gens au Maroc. J'étais en contact avec plusieurs joueurs de l'équipe nationale première qui m'ont soutenu. Et c'était vraiment une expérience incroyable pour moi. Tu as un chiffre un peu de nombre de viewers qu'il y a eu de nombre de personnes ayant Désiré, tu sais combien à peu près sur ce genre de compétition il y a de gens qui regardent? Sofiane, peut-être Alors, je peux te aussi. donner des chiffres Vas-y. concrets puisque, alors, sur l'année dernière, sur la e-botola notamment, on était sur un total view de 2,5 millions de viewers en direct unique sur toute la compétition, avec un pic lors de la finale qui s'est déroulée avec un derby entre Wydad et Raja à 41 000 personnes qui regardaient le match en live. Donc, on voit que c'est vraiment un chiffre vraiment extraordinaire et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à une évolution à 2 chiffres parce que cette année, on va encore faire beaucoup plus. Et donc, les audiences, en plus, quand il y a l'équipe nationale, c'est encore une autre dimension parce qu'il y a tout le Maroc qui est unis sur le même objectif. Donc voilà, on est sur des audiences qui sont à peu près sur ces chiffres-là. Merci, parce que c'est important de parler des audiences de l'e-sport, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est important de voir sur une équipe nationale. Alors, on va parler aussi international maintenant, parce que l'e-sport, il n'y a pas de frontières. C'est vraiment la chance de l'e-sport, c'est que il y a des difficultés, mais on peut quand même arriver à pouvoir faire des compétitions, que ce soit sur le continent entre Africains, panafricains, ou avec des continents étrangers en attendant d'avoir la technique. Et là, c'est bien que l'investissement soit là. Donc toi, Désiré, on te connaît très bien en Europe parce que tu as été le directeur de ESL
au tout début de ta carrière, ESL qui est un des plus gros organisateurs d'événements e-sport au monde et qui aujourd'hui, je pense, est en Arabie Saoudite, il me Oui, semble. racheté par effectivement le PIF, Savvy Games Group, donc l'une des plus grosses boîtes de jeux vidéo et d'e-sport au monde en Arabie Saoudite, a racheté la société ISL. Oui. En France, tu as structuré, tu as amené les autorités françaises à comprendre l'importance de l'e-sport et à structurer le réseau français, mais tu as fait plus que ça. Tu as décidé, parce que c'était important pour toi, de créer Sagesse. Et j'aimerais bien que tu nous expliques ce que tu fais avec Sagesse autour justement du monde associatif et des joueurs e-sportifs africains. Oui, merci de me laisser l'opportunité de présenter cette aventure qui me tient à cœur. Et effectivement, moi, ça fait 25 ans que j'ai commencé à évoluer dans le monde de l'e-sport. Au départ, avec une casquette associative. Pendant une quinzaine d'années, j'étais président d'une association en France qui organisait un grand événement qui existe toujours, qui s'appelle la Gamers Assembly à Poitiers, qui regroupe maintenant plus de 2000 joueurs d'une vingtaine de pays différents, 20 000 visiteurs sur 3 jours. C'est dans 2 semaines si certains d'entre vous viennent sur Poitiers. Et donc pendant 15 ans, j'ai pu vraiment accompagner le développement de l'e-sport en France, puisque c'est le plus gros événement français. Et ensuite, j'ai eu la chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'être recruté par ISL, qui est le plus gros organisateur d'événements au monde, qui a été racheté par effectivement l'Arabie Saoudite, qui est devenu EFG, ISL Facility Group, et qui organise les plus gros événements e-sport au monde, notamment l'e-sport World Cup qui aura lieu cet été. On parle des Jeux Olympiques qui sont évidemment impliqués dans cette aventure. Donc j'ai eu la chance d'être Managing Director pour ISL France. Et ensuite, il y a eu le Covid, donc tout s'est un peu arrêté. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Et je suis d'origine togolaise. Et quelque part, j'étais sollicité régulièrement par des passionnés en Afrique qui souhaitaient aussi développer leur écosystème. Et donc, j'ai commencé un peu par hasard à échanger avec tous ces acteurs et j'ai fini par créer ma société qui s'appelle Sagis Africa. Donc, Sagis pour Services for Africa Gaming and Esports. Et cette société aujourd'hui accompagne en Afrique des gouvernements, des institutions, des entreprises privées, évidemment des équipes et même des joueurs, des créateurs de contenu à valoriser la filière. Oui, aujourd'hui, encore dans beaucoup de pays d'Afrique, le gaming, l'e-sport, c'est un loisir. Et j'essaye d'apporter cette expérience finalement au continent africain, aux acteurs du continent africain, en disant attention, de la même manière qu'au football ou au basket, vous avez des opportunités de valorisation, ben, vous l'avez aussi dans l'e-sport. Et je me suis basé sur des chiffres que j'aime bien partager à chaque conférence que je fais. Donc, pardon pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir à une de mes conférences, c'est les chiffres comparés aux autres verticales de l'entertainment mondial. On sait que la musique génère 25 milliards de dollars dans le monde. On sait que le cinéma génère 45 milliards de dollars dans le monde. On sait que tout ce qui est Netflix, Amazon, toutes ces plateformes, tout cumulé avec les séries et autres, ça représente 80-85 milliards de dollars dans le monde. Lorsqu'on additionne le tout, on est à peu près à 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde entre la musique, le cinéma et la vidéo. Le gaming, c'est 200 milliards. C'est-à-dire le gaming seul dépasse l'ensemble des 3 activités, des 3 filières. Et pourtant, on assiste encore à un frein lorsqu'il s'agit d'investir dans cet écosystème. Et donc, c'est un peu le travail que j'ai amorcé avec Sagis Africa. Donc, suite à ce constat, vous, Sofiane, avec plusieurs autres fédérations, vous avez décidé d'être ensemble pour porter le projet de l'e-sport en Afrique. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette confédération panafricaine. Alors, on sait qu'il y a des grands pôles d'e-sport présents en Asie, donc désirés aux États-Unis, en Europe, et il était important que l'Afrique soit représentée car on a énormément de talents et de joueurs. Donc j'aimerais bien que tu nous expliques ce que vous faites, combien vous êtes et comment ça se passe au sein de cette confédération, si tu veux bien. Alors, tout d'abord, il faut revenir un peu dans l'histoire. En fait, l'e-sport a connu un boom durant le Covid, ça tout le monde le sait. D'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais la FIFA a fait plus de revenus sur le jeu vidéo en 2020 que sur le football. Bon, c'est un peu anecdotique parce qu'il n'y avait pas
on va dire, de compétition football, mais ça témoigne, en fait, ça a fait un peu tilt chez les décideurs de football et aussi institutionnels ici au Maroc pour dire que effectivement, il y a un gros potentiel du gaming et de l'e-sport en Afrique et le Maroc souhaitait se positionner en tant que hub régional et continental. Donc, suite à une initiative gouvernementale, donc il y a tout un ensemble de ministères, le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'Industrie. Il a été décidé justement de fonder la Confédération africaine de e-sport, donc qui a été constituée en juin 2023. Donc ça fait plus d'un an et demi maintenant avec à l'époque 40 membres. Aujourd'hui, on est à 49, donc il nous reste 6 pays à intégrer dans l'écosystème. Et hier, Gelson de la FIFA le mentionnait, l'Afrique représente un poids au niveau mondial. C'est-à-dire on est 54 pays sur 211, c'est à peu près le quart. Donc, il est important qu'on soit entendu et malheureusement sur le gaming et sur l'e-sport, on n'était pas représenté. Et un pays africain ne fait pas le poids face aux géants asiatiques et américains et européens. Donc, justement, l'idée étant de s'unir autour d'une seule initiative lancée par le gouvernement marocain pour fonder cette confédération qui va en fait permettre de structurer l'écosystème, d'aider à travers le modèle de la Fédération royale marocaine des jeux électroniques les autres associations, parce qu'on n'a pas des fédérations, on n'a pas, je dirais, au Maroc, on a la chance d'avoir le gouvernement derrière, d'avoir le support des institutions. Dans la majorité des pays, ce n'est pas le cas. Et donc l'idée, c'est un peu de normaliser tout ça, de permettre à ces associations qui ont derrière la communauté, parce que peut-être la différence avec le football, l'e-sport a besoin vraiment que la communauté soit derrière. Si la communauté veut descendre la fédération, elle peut la descendre. Donc c'est tout simple. Il faut avoir la communauté derrière. Elle a un gros poids dans les instances. Et donc on a essayé de sélectionner les meilleures associations en Afrique qui ont la communauté derrière et qui ont une crédibilité pour les aider justement à avoir une voix vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des instances et permettre justement de normaliser ce modèle marocain au niveau continental. Et d'ailleurs, la première compétition qu'on a organisée était l'été dernier avec la participation de presque 20 pays qui ont été invités pour la première fois au Maroc pour un événement africain qui est les championnats d'Afrique qualificatifs pour les championnats du monde en offline. Ça veut dire c'est plus de 200 athlètes, femmes et hommes, et puisqu'il y avait 5 compétitions, donc 2 féminines et 3 masculines. C'est important de le dire. Hein, bien sûr, l'inclusion de la femme dans l'e-sport est très importante et elle n'est pas à négliger. Et je pense que on doit aussi apprendre peut-être pas des erreurs, mais de l'expérience des autres. Quand on a vu peut-être le football féminin, il a eu peut-être besoin dans le football de beaucoup plus de temps pour médiatiser et avoir aujourd'hui l'engouement qu'on voit aujourd'hui. Dans l'e-sport, on ne doit pas refaire la même chose, on doit les inclure dès le départ parce que la femme a tout son rôle et d'ailleurs, même dans les chiffres qu'on a, que ce soit au niveau du Maroc ou même au niveau du monde, les gamers, voilà, on est à pratiquement 50% de gamers féminins et masculins. Donc cette initiative, elle est hyper importante, justement pour avoir des serveurs dans le futur en Afrique. On parlait tout à l'heure de l'équipe FIFA marocaine qui partait à Abu Dhabi et à Bahreïn pour jouer les qualifications parce qu'on n'avait pas de serveur. Parce que si on jouait depuis le Maroc, avec le lag qu'il y avait, donc le temps de réponse de la manette avec la console, avec le serveur, on perdait 10-1, 12-1 des scores aberrants. Sachant que l'Afrique, avec 54 pays, a tout le potentiel d'avoir ses propres qualifications. Donc, on n'est pas obligé de s'associer au Moyen-Orient. On a 54 pays. Donc, à nous, à travers cette confédération, d'avoir notre propre compétition africaine qui seront médiatisées, structurées, pour avoir les éditeurs derrière. Sachant que le marché africain, on va pas le rappeler, c'est le marché du gaming de demain. On sera 2,5 milliards d'ici 2050. Plus de la moitié qui aura moins de 25 ans. Donc la jeunesse mondiale est une jeunesse africaine. Donc il faut accompagner cette jeunesse dès maintenant pour structurer, avoir la confiance des éditeurs. Et donc justement, Désiré, toi qui aujourd'hui accompagne les associations, aussi les instances en Afrique, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui quelles sont les conditions manquantes? Mais aussi, on va parler aussi d'infra, d'engagement, parce que tu sais à quel point c'est important l'engagement. Et quand on voit ce que le Maroc et certains pays a pu faire avec son équipe nationale, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu les clés aujourd'hui
manquante sur le continent? euh, Alors moi, j'aime bien parler non pas de manque, mais plutôt de challenge. Des challenges, c'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans le marbre. On peut faire évoluer les choses. Il y a trois grands challenges qu'on peut vraiment identifier. Le premier challenge, c'est un challenge technologique. Ce que disait Soufiane à l'instant, pour pouvoir faire de l'e-sport, ben, il ne suffit pas d'avoir un terrain de basket. Il faut un équipement. Donc, il faut un téléphone, éventuellement. En Afrique, l'e-sport mobile est très important. Une console, un PC. Il faut des serveurs. Effectivement, ce que disait Soufiane, c'est important. C'est que si l'éditeur du jeu décide que son serveur il va être à Londres, eh bien, c'est sûr que le joueur qui est en Afrique du Sud, pour que son jeu, sa console se connecte au serveur, ça va parcourir tout le continent. Alors que s'il joue contre un joueur qui est installé à Londres, forcément, on a un vrai problème d'infrastructure. Donc, tout ce qui est équipement doit être, à mon avis, hein, de la même manière qu'un État, pour développer le football, construit des stades, pour développer la natation, construit des piscines, eh bien, il va falloir que les gouvernements, les États, les pouvoirs publics investissent dans les infrastructures, discutent avec les éditeurs de jeux vidéo pour dire, voilà, venez dans notre pays, installez des serveurs dans le pays. On va favoriser la venue de tous ces éditeurs, ces constructeurs. Twitch, par exemple, qui est un grand diffuseur de compétitions e-sport, n'a pas de serveur en Afrique. Et donc, forcément, c'est compliqué pour une personne qui veut se connecter à une compétition d'aller sur Twitch. Donc, voilà, donc il y a tout un écosystème technique. Et c'est le premier challenge, le challenge technologique. Il y a un deuxième challenge qui est un challenge économique. Le challenge économique, il est évident. Le pouvoir d'achat en Afrique ne permet pas à tout un chacun de s'équiper de PC. Oui, vous allez en France, vous allez aux États-Unis, il y a des PC dans chaque foyer. Lorsque vous allez en Afrique, plus vous descendez vers le sud et plus c'est compliqué. Donc ça veut dire que peut-être que le modèle de l'e-sport africain ne peut pas se calquer sur celui des pays dits développés. Et donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'e-sport en Afrique, on va plutôt aller sur les jeux sur console ou les jeux sur mobile, à l'exception de quelques pays, l'Afrique du Nord, bien sûr, avec le Maroc, ou l'Afrique du Sud, qui peuvent se permettre, compte tenu du pouvoir d'achat général, d'investir aussi sur des compétitions sur PC. Et évidemment, il y a un troisième challenge qui est très important, dont on parle rarement, qui est le challenge, on va appeler ça social. La reconnaissance du jeu vidéo et de l'e-sport comme une pratique, on va dire, respectable. Il faut qu'on arrête de se dire oui, ceux-là, ils jouent aux jeux vidéo. Non, ok, ils jouent aux jeux vidéo, mais ils génèrent de la valeur. Youssef le disait, mais peut-être qu'il le précisera après, c'est devenu une activité professionnelle. Professionnelle, ça veut dire qu'on peut gagner sa vie avec l'e-sport. Et donc la vision qu'on doit avoir, et quand je dis on, ce n'est pas les parents, c'est les leaders politiques, les leaders économiques. Il y a une opportunité, et aujourd'hui en Afrique, c'est difficile. C'est difficile de faire admettre à nos dirigeants, le Maroc a vraiment une longueur d'avance sur beaucoup de pays africains, d'investir, de créer une fédération royale marocaine. La première fois que ça a été annoncé, ça a fait un bruit terrible en Afrique, et oui, une fédération royale marocaine. Et donc c'est le troisième challenge, le challenge sociologique. Youssef, la vie d'un pro player. Et c'est vrai que moi qui suis depuis très longtemps l'e-sport, les plus grands joueurs aujourd'hui de la scène e-sport ont su avoir une reconversion et choisir de devenir pro player. J'aimerais bien que tu expliques un petit peu comment comment ça se passe pour toi au niveau des revenus, du sponsoring, quelles sont tes perspectives d'avenir, c'est important également, et que tu nous expliques exactement le cheminement. Donc, on aimerait bien en savoir un peu plus, ça. Donc déjà, pour devenir un joueur d'e-sport professionnel, personnellement, j'ai pas la formule parce que j'étais juste en train de jouer comme tout autre garçon devant ma console durant presque toute la journée. Et arrivé un moment, la création de Tu la... es étudiant quand même, tu es étudiant. Oui, oui, bien sûr, étudiant en même temps. Et il y a une année, il y avait la Fédération royale marocaine des jeux électroniques qui a été créée. Et depuis ce moment-là, j'étais directement retenu avec l'équipe nationale. Et ça, et depuis ce moment, ma carrière de joueur professionnel a commencé. J'ai commencé à disputer des compétitions à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Et la vérité, je sais même pas comment je suis devenu joueur pro. Je pense que j'avais juste un peu de talent. Et c'est ce qui m'a aidé à devenir joueur pro. Alors, euh, dans l'idée d'être devenir joueur professionnel, c'est que derrière, il y a quand même un accompagnement
d'une fédé, mais avant d'arriver sur un accompagnement d'une fédé, il y a une question de revenus. Moi, Ouais, j'aimerais ça. Pour être ouais. pro, bon, il y a quand même derrière un besoin. Donc moi, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant que joueur pro, alors on va pas donner tous les chiffres parce que ça dépend dans quelle zone, mais on sait que sur certaines compétitions, être joueur pro, ça t'a permis quand même de pouvoir Ouais. Ouais, ouais, ouais. La obtenir. vérité a vraiment un très très grand revenu de ce domaine. Et la vérité, aujourd'hui, je peux bien gagner ma vie à travers l'e-sport. Et déjà pour l'anecdote, pour mes derniers salaires de l'année dernière, il y avait mon père qui était venu chez moi. Quand je lui ai montré les salaires, il m'a dit, moi j'ai étudié pendant plus de 25 ans, je travaille pendant plus de 30 ans, et là actuellement je suis en train de gagner mon double. Donc c'était un peu drôle. Donc la vérité, avec l'e-sport, tu peux gagner un salaire, tu peux gagner des cash prize pendant des tournois, et ça peut t'aider vraiment. Surtout dans mon cas, je suis étudiant et je suis joueur professionnel, mais la vérité, avec le statut que j'ai aujourd'hui de joueur professionnel, je suis plus concentré sur les sports, mais il faut pas oublier les études parce que c'est vraiment très Ouais, important d'alterner très entre les deux. important, n'est-ce pas? Si je peux juste compléter sur ce point qui est hyper important, parce que les profils des joueurs qui sont dans l'équipe nationale, c'est généralement des étudiants universitaires, des futurs médecins, des futurs ingénieurs. Et ça démontre aussi que l'e-sport, c'est aussi un levier pour justement accompagner les jeunes d'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, à intégrer le monde du travail. Aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui recrutent via le gaming. Donc, les profils qui jouent à l'e-sport, c'est des profils qui sont très recherchés dans le monde d'entreprise. Pour une raison toute simple, parce que c'est des leaders, ils prennent naturellement des décisions. En moyenne, ils prennent une décision toutes les 10 millisecondes. Et sur chaque décision, ils ont généralement en moyenne 8 options possibles. Donc, leur cerveau, il marche à une telle vitesse que ça leur donne naturellement des atouts considérable dans le monde du travail aujourd'hui, qui est, comme on le sait, très digitalisé. C'est des gens qui sont noyés dans les nouvelles technologies, l'IA, la crypto-monnaie, le métaverse. Donc, c'est des profils qui sont très recherchés et c'est ça aussi l'enjeu. Et tu parlais de social, c'est vraiment ça l'enjeu pour moi dans le gaming et l'e-sport, c'est que c'est une porte d'entrée pour la jeunesse africaine pour les emplois de demain. Parce que quand on disait tout à l'heure que la jeunesse mondiale est une jeunesse africaine demain, c'est une opportunité certes, mais c'est aussi un challenge parce que ces jeunes-là, il faudra les intégrer dans le marché du travail. Et si on n'a pas les leviers justement pour accompagner cette jeunesse en termes de développement de compétences, de formation, on en parlait hier même dans le football, c'est la même problématique dans l'e-sport. On a Ouais, besoin de formation, de training et d'accompagner ces jeunes pour intégrer le marché du travail. Tout le monde ne sera pas joueur professionnel comme Sheriff. bien sûr. Donc, il faudra bien que les autres puissent avoir leur Et j'avais opportunité. une interrogation, mais que Youssef n'a pas pu me garantir un peu la véracité, c'est qu'aujourd'hui, on voit dans le foot des joueurs qui sont dans des pays du Nord et qui descendent vers le Sud. On le voit avec l'équipe nationale marocaine, mais pas que. Et j'avais un vrai questionnement aussi sur les joueurs d'e-sport, parce qu'on voit par exemple des joueurs d'e-sport jouer dans des équipes internationales dans le monde entier, mais je donnerai le nom d'un joueur, mais Itachi, par exemple, qui est revenu en équipe nationale. Donc moi, je voulais savoir en tout cas, les compétitions qui vont venir, notamment cette annonce des Jeux Olympiques en 2027 à Riyad, c'est quand même un challenge énorme d'avoir ses propres Jeux Olympiques. J'aimerais bien avoir ton ressenti parce qu'aujourd'hui, le modèle de l'e-sport ressemble sur le transfert des joueurs de plus en plus au foot, mais de plus en plus de très grands joueurs d'e-sport africains jouant à l'international souhaitent revenir par le biais de leur équipe nationale et l'accompagnement pour pouvoir. J'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Déjà pour la création de la première édition des Jeux Olympiques du sport, la vérité, c'est une très bonne nouvelle pour toute la communauté sportive. Déjà pour moi, quand j'ai lu la nouvelle, j'étais vraiment très excité. La vérité, j'attends juste l'appel de l'équipe nationale pour pouvoir disputer ces qualifications parce Le que message est lancé, hein. parce que la vérité, ça va être un très grand honneur pour moi. Déjà, j'ai pu représenter l'équipe nationale
durant une Coupe du Monde, durant des qualifications pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, je vais peut-être avoir l'opportunité d'être présent durant des Jeux Olympiques. C'est vraiment une très grosse fierté pour moi. Et surtout, ça crée une très grande ressemblance entre le foot et le e-sport. Entre le sport et l'e-sport, il y a vraiment plusieurs trucs similaires, plusieurs compétitions, notamment comme les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques. Et c'est une très grosse opportunité. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on y serait présent. Et juste pour compléter, on a avec le software qu'aujourd'hui on a au Maroc et la valeur que représente le drapeau marocain aujourd'hui sur la scène internationale, on a beaucoup de joueurs qui sont nés en Europe, qui représentent aussi le Maroc. Il faut le noter, dans l'équipe nationale où a joué Chérif, il y avait un joueur qui jouait en Allemagne, un autre en France. Dans l'équipe qui a joué sur Rocket League l'année dernière, sur la FIFA E-Nations, on avait 3 des meilleurs joueurs mondiaux qu'on a réussi à regrouper. Itachi, Drali qui a gagné tous les majors cette année, qui a un cash prize qui dépasse les 1,7 million d'euros. Imaginez, un joueur au Canada, 3 des meilleurs joueurs mondiaux qui représentent le Maroc. On a fait 3e mondial, on aurait pu la gagner cette compétition. Donc ça témoigne qu'aujourd'hui, le Maroc a tous les atouts pour justement attirer les talents marocains qui aussi exercent en Europe. Comme aujourd'hui, on a dans l'équipe nationale de football les meilleurs joueurs qui sont nés aussi et qui sont fiers de leur marocanité. Brahim Diaz, Achraf Hakimi. Donc, c'est vraiment le même modèle, qu'on est en train de vivre sur l'e-sport. Et je pense que le Maroc a tous les atouts pour avoir des champions du monde prochainement et dans le futur. Inch'Allah. Peut-être pour compléter tout ce qui s'est dit là, c'est important parce que nous, entre nous, on est super excités. Je pense que peut-être parmi vous, certains se disent de quoi ils nous parlent, quoi. Aujourd'hui, l'écosystème mondial de l'e-sport évolue très très vite. Et surtout parce qu'il y a un nouvel acteur qui est arrivé il y a quelques années, qui est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a relancé complètement la vie de cet écosystème mondial de l'e-sport. D'abord, ils ont créé l'e-sport World Cup. Et l'e-sport World Cup, c'est la plus grande compétition de tous les temps sur l'e-sport. C'est une vingtaine de jeux en compétition en juillet et en août, 2 mois complets. D'habitude, une compétition, ça dure une semaine, 10 jours. 2 mois complets avec une vingtaine de jeux, avec les meilleurs joueurs de la planète, avec 60 millions de dollars de cash prize qui sont répartis entre les meilleurs joueurs. Les plus grandes équipes du monde se préparent pour cette compétition tous les ans. Ça, c'est important parce que ça donne un objectif à n'importe quel joueur. Aujourd'hui, si on demande à Youssef, est-ce que tu veux aller en Arabie Saoudite? Évidemment. Bien sûr. Et ça n'existait pas il y a encore quelques années. Chacun jouait un petit peu dans son pays, essayait de trouver des petits tournois amateurs. Aujourd'hui, on a cet objectif-là. Et depuis que le CIO a signé avec le Comité national olympique saoudien, avec le gouvernement saoudien, officiellement la création des Jeux olympiques de l'e-sport. Alors quand on dit les Jeux olympiques de l'e-sport, c'est pas juste un petit événement que les anneaux vont venir sponsoriser. On a créé un nouveau produit. Vous aviez les Jeux olympiques d'été, les Jeux olympiques d'hiver, les Jeux olympiques de la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez les Jeux olympiques de l'e-sport qui ont le même poids que les autres produits et qui vont peut-être avoir encore plus d'impact auprès de cette tranche d'âge que tout le monde vise, vous savez, les générations Z, génération Alpha, les 15-25 ans en gros. C'est un nouveau produit qui arrive. Et ça, c'est une opportunité pour nous, les pays africains, d'exister, surtout sur les jeux consoles et les jeux mobiles. On peut y arriver. Mais pour ça, on a besoin, de la même manière qu'on investit pour nos délégations, pour aller dans les grandes compétitions internationales en foot, en basket ou en athlétisme, on doit aussi se saisir de ça et ne pas attendre que les pays dits développés, de nouveau, prennent l'ascendant sur cette opportunité. Moi, j'avais une question, Sofiane, quand on voit aujourd'hui donc les opportunités d'organisation, les opportunités de pouvoir faire rayonner l'e-sport marocain et africain, parce que vous êtes dans la confédération. Est-ce que toi, tu vois aujourd'hui, comme on va accueillir la Coupe du Monde 2030, des perspectives pour qu'on puisse d'avoir des Worlds ou même une compétition comme League of Legends ou autre au Maroc? Est-ce que c'est un objectif de la fédération, de la confédération, de pouvoir accueillir ce genre d'événement? Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec la vision 2030, le Maroc a l'ambition d'organiser
un ensemble d'événements, pas que sportifs, qui soient justement de retombées internationales. Et cet événement en est un parmi d'autres. Je pense qu'ils vont arriver dans l'année dernière. On a le GITEX, par exemple, Africa, qui se déroule la semaine prochaine à Marrakech. Mais je pense que l'e-sport est intégré dans cette division. D'ailleurs, il y a des projets pour des arènes e-sport au Maroc. Et l'idée, c'est d'organiser des majors, on va dire comme ça. D'ailleurs, le président Macron, quand il était là en novembre dernier, il avait promis d'aider le Maroc à ramener un major ici pour organiser, puisque la France va en organiser certains dans les mois à venir. Donc, je pense que pour répondre à ta question, oui, l'e-sport est intégré. Bon, peut-être qu'on aura aussi une surprise durant la CAN, je ne veux rien annoncer, mais l'idée, c'est justement d'accompagner ce mouvement qu'a enclenché le Maroc pour organiser les plus grands tournois, les plus grandes compétitions mondiales, les plus grands événements mondiaux, pour justement positionner le Maroc en tant que hub régional et continental de l'e-sport. Je vous remercie et j'espère qu'on a pu vous éclairer un petit peu sur l'e-sport en Afrique et les perspectives d'avenir et de revenus dans ce secteur. Merci. Merci. Merci.